Bonjour à vous amis nostalgiques, est-ce que vous vous souvenez de Microsoft Midtown Madness? Moi, très bien. Oh oui. Nous sommes le 30 avril 1999, le frénétique Crazy Taxi dans toutes les salles d'arcade depuis février, même s'il ne débarquera pas sur Dreamcast avant l'année suivante, et Driver prépare sa sortie annoncée en juin. Et pourquoi je vous dis ça, moi? Eh bien tout simplement parce que si je vous avais demandé de citer le premier jeu de course en 3D en mode ouvert, ce sont sans doute les deux noms auxquels vous auriez pensé. Et pourtant, c'est bien Midtown Madness qui est le premier à nous avoir proposé cette innovation. Retour donc à une époque où Microsoft n'est pas du tout un acteur majeur du marché du jeu vidéo, et où Bilou préférait vendre des licences Windows même si la Xbox était sans doute déjà dans les cartons. Microsoft possède quand même à ce moment quelques marques fortes sur PC, avec la série des Flight Simulator et des Combat Flight Simulator, ou celle des Madness, avec Motocross Madness et Monster Truck Madness. Et cette fois, je vais parler des jeux de cette série qui portent le mieux ce petit sobriquet. Oui, Madness ça veut dire folie pour ceux qui ne le savent pas. Midtown Madness est donc un jeu de voiture en mode ouvert développé par Angel Studio et édité par Microsoft. Si ce nom ne vous dit rien, le studio sera racheté en 2002 par Take-Two Interactive pour devenir Rockstar San Diego, à qui l'on doit notamment la licence de jeux de course oubliés Midnight Club et surtout celle des Red Dead. Et voilà comment le moteur de Midtown Madness servira de base au moteur de GTA 3, même s'ils ont dû retoucher un peu la maniabilité, mais ça j'en parlerai après. Une fois la partie lancée, nous arrivons directement à l'écran d'accueil qui nous propose 4 modes de jeu. Le Blitz, qui est une course endiablée assez directe d'un point à l'autre de la ville en passant par des checkpoints, le tout dans un temps limité dans un esprit très arcade. Vient ensuite la course à checkpoint, où notre objectif est de passer la ligne d'arrivée avant nos concurrents, après avoir franchi tous les checkpoints. Grande révolution à l'époque pour ce mode de jeu. Nous n'avions aucune route imposée et libre à chacun de passer par où il voulait. Et ça, quel pied! On trouve ensuite un mode de course classique avec un circuit fermé par des barrières, et enfin l'incroyable mode Cruise qui nous offre tout Chicago comme terrain de jeu, et libre à nous de l'explorer à notre gré. Ah oui, j'ai oublié ce détail majeur, mais le jeu est sous-titré Chicago Edition. Du coup, tout se passe à Chicago, et ça laissait entendre que d'autres villes seraient intégrées, peut-être avec des add-ons, même si ça n'a jamais été le cas. C'est donc le centre-ville de Chicago qui est ici modélisé avec quelques libertés pour nous offrir une map révolutionnaire pour l'époque, avec 65 km de rues modélisées, tout en reprenant les lieux iconiques de la ville. Lors de nos parties, il sera en plus possible de varier l'expérience en choisissant le moment de la journée, la météo, la densité du trafic, des piétons. Non, c'est pas Carmageddon, donc même si j'ai passé un temps fou à essayer, impossible de les écraser. On choisit aussi la densité des forces de police pour des folles courses-poursuites à la Need for Speed 3. Si les 3 premiers modes de jeu sont intéressants et permettent de débloquer de nouveaux véhicules, ce mode libre est sans conteste le mode le plus fun et le plus révolutionnaire pour l'époque. Tous ceux qui ont joué au jeu se souviennent de l'ambiance si particulière de celui-ci, à parcourir Chicago avec une musique funky très réussie. Mais on retiendra aussi les interventions du DJ d'une station de Chicago de l'époque, ou la sensation grisante de parcourir pour la première fois librement une métropole américaine des années 90, comme dans les films dont nous abreuvait Hollywood. Personnellement, j'adorais parcourir la ville à la tombée de la nuit, sous la pluie ou la neige, avec une densité de circulation au maximum. Le trafic est un autre élément marquant à l'époque, qui apportait une grosse dose de fun. Tout joueur qui se respecte a passé du temps à essayer de provoquer des carambolages géants ou à slalomer sur l'autoroute à contresens pour des sensations de conduite que j'ai rarement éprouvées depuis. Ah Burnout, qu'est-ce que tu me manques? Graphiquement, le jeu était très beau lors de sa sortie, avec des effets de reflets impressionnants. Revers de la médaille, cela nécessitait une machine de guerre pour le faire tourner. Bon, on va pas se le cacher, il a quand même un peu vieilli sur ce point. Autre point qui fait un peu tâche aujourd'hui, il ne proposait que 10 voitures, même si celles-ci sont très différentes, en allant de la New Beetle au bus, en passant par la voiture de police. Ça reste quand même un peu léger pour un jeu de voiture. Heureusement, il était extrêmement facile de modder le jeu pour en ajouter, puisqu'il suffisait de télécharger un zip sur internet et le copier dans le dossier d'installation pour voir apparaître un nouveau véhicule jouable. La conduite est évidemment hyper arcade, et si un curseur nous offre la possibilité de modifier celle-ci, la physique des véhicules reste assez particulière, et les voitures les plus rapides sont très difficiles à prendre en main lorsqu'on joue au clavier. C'est heureusement nettement mieux avec un joystick analogique. Le problème c'est qu'à l'époque, tout le monde n'était pas forcément équipé. Après je dis ça, mais j'avais réussi à m'y faire et à finir le jeu sans souci au clavier. Midtown Madness fait aussi partie des premiers jeux à prendre les dommages en compte, même si c'est de manière assez sommaire. Suivant le mode de jeu, la destruction de notre véhicule conduira soit à l'abandon, soit à une pénalité de temps, en attendant que notre voiture soit miraculeusement retapée. Si on combine ça à la physique des véhicules, une IA qui n'hésite pas à vous rentrer dedans, une métropole pleine d'embouteillages, vous pouvez facilement imaginer à quel point les courses peuvent être folles et délirantes. Il est possible de créer un chaos sans nom dans la ville, profitant de la topologie de Chicago pour faire des sauts incroyables, détruire véhicules et biens publics dans une frénésie digne de GTA, le tout en fuyant la police. Alors je vous avais prévenu, mais en y rejoignant aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé dans ce Midtown Madness pas mal d'éléments qui feront le succès des GTA 3D, en tout cas sur la partie conduite.
A noter aussi un mode en ligne très intéressant qui, en plus de proposer les modes déjà vus en solo, ajoutait un mode vraiment fun qui nous proposait de jouer aux gendarmes et aux voleurs. Malgré mon modem 56K, qu'est-ce que je me suis éclaté là-dessus. Midtown Madness connaîtra deux suites. Une première sur PC, toujours développée par Angel Studio, qui nous proposera de visiter cette fois Los Angeles et Londres, et une troisième sortie cette fois sur Xbox, développée par DICE, qu'on connaît surtout aujourd'hui pour Battlefield, et qui nous offre cette fois comme terrain de jeu Washington et Paris. Ces deux suites ont aussi été des réussites, poussant plus loin ce que ce Chicago Edition avait initié, corrigeant même certains défauts, en améliorant notamment la maniabilité. Mais la série a disparu après son passage console sans que je sache vraiment pourquoi. Elle laisse néanmoins un héritage énorme. Tous les jeux de voiture qui ont opté pour le monde ouvert et la liberté d'exploration combinés au fun de la conduite sont indirectement les héritiers de Midtown Madness. Et sans lui, il est fort à parier que Rockstar nous aurait offert un GTA 3 très différent. Du coup, si vous avez aimé le jeu à l'époque, je suis persuadé de vous avoir rappelé de bons souvenirs. Si vous ne le connaissiez pas, j'espère vous avoir permis de faire une belle découverte. Et comme à chaque fois que je le peux, je vous mets le lien en abandonware dans les commentaires. N'hésitez pas à faire une petite balade de Chicago sur les bons conseils d'HKR. Allez, à plus et bonne route!